Alors oui, il y a un léger changement capillaire depuis la dernière vidéo. J'espère que vous aimez bien. Parce que moi, mes cheveux, ils avaient vraiment besoin d'être coupés. Donc, dans cette vidéo, on va parler de romans et de bandes dessinées que j'ai lues ce mois-ci. Et je crois que j'en ai lu pas mal. Et les deux premières concernent le même thème, puisque les deux premières sont sur les guerres mondiales. Alors, pour la première histoire qui se passe à la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de Cette vie à vivre de Charles Masson aux éditions Delcourt. Et donc, c'était un partenariat et j'ai adoré, j'ai lâché des larmes, c'était incroyable. Donc, il s'agit de René qui est le plus fort et le plus costaud de sa famille car sa mère a eu plein d'enfants, je crois qu'ils sont 9 ou 7. Et malheureusement, ils sont tous décédés à des âges très jeunes de maladies, de malnutrition, de fièvre et tout ça. Donc c'était vraiment une époque où si on n'était pas très costaud, eh ben, on pouvait mourir parce que les mères ne savaient pas comment soigner leurs enfants à cette époque-là. Ils n'avaient pas les moyens non plus, ils étaient très pauvres et comme c'était pendant la guerre, bah, c'était un peu compliqué. Et donc on est sur René qui veut vivre donc cette vie. Donc oui, cette vie à vivre, je crois que c'est parce que non, cette vie à vivre, c'est parce qu'il vit plusieurs périodes dans sa vie. Enfin bref, je ne sais plus combien de petits frères et sœurs ils sont décédés dans cette histoire, mais il veut vivre pour ses petits frères et sœurs. Quand il lui arrive quelque chose, ils sont tous là en petits fantômes à le suivre, à l'encourager, à lui demander ce qui se passe, à lui demander, euh, à lui dire aussi que la petite copine, enfin la petite copine de René, parce que c'est pas vraiment sa petite copine, il est amoureux d'elle, mais elle est fiancée à un autre, malheureusement. Ils sont là à lui dire qu'elle est très jolie et qu'ils devraient vivre ça pour eux. Enfin, René vit pour ses petits frères et sœurs qui sont plus là, donc. Et il essaye d'aider ses parents du mieux qu'il peut. Il fait énormément. Il travaille la journée. Il va à l'école la journée, je crois. Et en même temps, il travaille au champ. Donc, il adore travailler au champ l'été parce que c'est très. Il fait beau et tout ça. Et il déteste travailler au champ l'hiver parce que déjà, ça fait moins d'heures de travail parce que le soleil se couche bien plus vite. Il fait froid. Et donc, voilà, c'est vraiment une très belle histoire. Donc, on a cette période de la vie de René. Donc, le début avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, là où il essaye d'aider comme il peut. Il parle avec des personnes qui sont des personnes de toute nationalité qui sont alliées pour aider la France. Et voilà, c'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer cette bande dessinée tellement elle est incroyablement belle, tellement c'est tellement c'est dur aussi à lire parce qu'on est quand même sur la Seconde Guerre mondiale et donc il y a beaucoup de morts. C'est très intéressant à lire. On a on a le côté très horrible, on fait la liaison, très horrible et en même temps triste, dramatique de la guerre. Et en même temps, on a ce côté-là où on est sur le point de vue de René et de l'après-guerre, de ce qui vit, des petits moments d'amitié, des petits moments de rire, parce qu'il y en a eu, il y a eu des moments de rire, il y a des gens qui ne se sont pas laissés aller. Parce que voilà, il y a cette période de sa vie, donc on a l'avant-guerre, l'après-guerre, on a lorsqu'il perd ses proches au fur et à mesure de sa vie. On a aussi le moment où il tombe amoureux, il se marie avec une femme. Et toute cette continuité de choses dramatiques qui lui arrivent, parce que René, il a vraiment pas de chance dans sa vie, vraiment, il a des moments de joie, mais qui sont toujours en pouf. Il y a toujours un drame qui arrive après la joie. Et donc, c'est une histoire magnifique. Je vous conseille franchement de lire la bande dessinée si vous voulez en découvrir plus sur les guerres, si vous voulez juste voir la plume de l'auteur qui est juste magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette bande dessinée à part vous dire que c'était magnifique et me rabâcher 20 millions de fois. Désolée, je me grattais. Donc là, on va passer à la seconde bande dessinée qui, elle, m'a fait pleurer. Donc la deuxième bande dessinée qui m'a fait pleurer, mais pleurer à chaudes larmes, vraiment, je pleurais des grosses larmes tellement j'avais des mouchoirs partout sur le canapé. En plus, je me l'étais mise en me disant tiens, on rentre du travail, on va se la lire tranquille, une histoire toute douce, pas du tout. Donc il s'agit de Quand la nuit tombe, Lizou aux éditions Delcourt. Je vous mets les noms des auteurs juste ici parce que je ne m'en rappelle plus. Et comme c'est des partenariats numériques, eh ben, je n'ai
enfin je n'ai pas de support pour me souvenir des auteurs. Enfin bref. Euh, je vous préviens, c'est un livre qu'il faut lire avec les mouchoirs, il faut lire en sachant pertinemment qu'on va pleurer aussi. Désolée, il fallait que je remette la caméra. Pertinemment qu'on va pleurer parce que c'est vraiment horrible. Donc il s'agit de Lizou, comme il est dit dans le titre, hein, qui est une petite fille de moins de 10 ans, je crois, et je crois qu'elle a 9 ans, 9-8 ans, je ne sais plus. Et donc elle vit la période de la Seconde Guerre mondiale et sa famille est juive, donc ils sont recherchés par les nazis. Ils arrivent à se cacher dans une petite maison où ils vivent en sécurité, hein, sécurité avec des grosses guillemets, puisque un jour les nazis toquent à leur porte et Lizou est seule avec sa grande sœur. Sa grande sœur va ouvrir la porte et se rendre compte avec horreur que les nazis sont à sa porte et les nazis vont poser cette question qui est est-ce que nous sommes bien chez la famille Veil, sachant que Lizou, elle s'appelle Lise Veil, je crois que c'est Lise Veil qu'elle s'appelle, enfin Lizou Veil. Et donc la grande sœur va mentir aux nazis en leur disant que la famille Veil habite dans la petite maison abandonnée juste en bas. Donc les nazis vont y aller et le temps que les nazis cherchent et ils vont clairement se rendre compte qu'elle lui a menti, elle leur a menti, donc elle dit à Lizou, Phil va dire à papa et maman de surtout pas rentrer parce que leurs parents sont partis accompagner des amis. Alors elle la supplie de retrouver les parents et de leur dire de surtout pas rentrer parce que les nazis sont là. Et Lizou, qui est une petite fille qui doit juste obéir à sa sœur et qui ne peut pas la protéger, alors elle a voulu lui dire viens avec moi, cours avec moi, sauvons-nous. Sauf qu'elle est petite, elle doit juste obéir à sa grande sœur qui vient de lui... Marlène ou Mylène, je me rappelle plus de sa grande sœur, son nom, enfin bref. Elle doit juste obéir à sa grande sœur qui vient de lui donner l'ordre le plus horrible de sa vie, de courir, sauver ses parents et de laisser sa grande sœur toute seule. Et donc Lizou va retrouver ses parents, va leur expliquer la situation. Ils vont aller se cacher et après quelques heures, ils vont aller... Enfin, un membre, l'oncle je crois, va voir si la grande sœur est encore là, sauf que la grande sœur n'est plus trouvable et l'oncle non plus. Donc voilà, on suit une famille qui est complètement détruite parce que les nazis sont venus et qu'ils ont emmené des membres, des proches de leur famille dans des camps de concentration. Donc ils ont un membre de la famille dans tout plein de centres, enfin des camps de concentration. Bah oui, j'avais sorti le mot mais je l'ai plus. Eh bien. Donc dans cette histoire, on est d'un côté avec une famille qui veut s'enfuir, qui veut être libre et qui veut échapper aux nazis, mais en même temps, c'est une famille qui veut retrouver leurs proches qui ont été kidnappés, enlevés. C'est un kidnapping, merde, pardon. C'est un kidnapping d'enlever les gens et les mettre dans des camps de concentration, c'est horrible, c'est barbare. Bref, voilà, c'est l'histoire, elle m'énerve. Non, c'est pas l'histoire qui m'énerve, c'est les, les faits. La cruauté humaine qui peut énerver, qui peut faire pleurer, qui met la rage. Ces gens-là, ils avaient rien fait et ils ont été mis dans des camps de concentration à faire des choses horribles, à être torturés. Enfin bref, c'est une histoire qui est horrible, qui fait pleurer, qui est vraie, et d'ailleurs, si vous avez compris, les personnages s'appellent Veil. Donc, ce n'est pas la famille de Simone Veil, mais bien sa belle famille. Vous voyez ce que je veux dire, c'est donc Simone Veil va épouser Tommy Veil, je crois que c'était l'un des enfants de la famille Veil, tout simplement. Bref, de cet aspect historique, c'est incroyable. Si vous êtes passionné par Simone Veil, enfin passionné, si vous aimez cette grande dame qui est incroyable, vous lisez ce livre parce que franchement, ça retrace une partie de sa famille, sa belle famille, et ça retrace aussi l'histoire de la France et de toutes ces personnes qui ont rien fait et qui ont été tuées ou torturées ou voilà. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que dans cette histoire on parle aussi du fait que il y a le côté la libération française de la guerre, donc tout le monde fait la fête, tout le monde est heureux parce que tout le monde se retrouve, tout le monde est enfin en paix. Et il y a un côté où les personnes qui, elles, ont été dans les camps de concentration, eh ben, ils ont tellement pas envie de gâcher la joie des autres qu'ils ne parlent même pas de ce qu'ils ont subi. Ils ont le côté culpabilité parce que eux, ils ont survécu et d'autres non. Ils ont ce côté où s'ils parlent de ce qu'ils ont vécu, eh ben, ça va horrifier les autres, ça va leur enlever leur côté joie de vivre.
Donc c'est vraiment un aspect auquel je n'avais pas pensé et que je remercie cette bande dessinée de m'avoir montré cet aspect-là de la libération, hein, qui... tout le monde est heureux, mais il faut penser aussi à la reconstruction des personnes qui ont été dans des camps de concentration, des personnes qui ont perdu des membres de leur famille, des personnes qui ont perdu leurs parents, des orphelins, des personnes qui ont perdu leurs enfants. Il y a la joie et en même temps il y a l'horreur. Voilà. Je sais pas si je vous ai bien parlé de cette bande dessinée là qui était juste magnifique, les dessins étaient sublimes, vraiment c'est un gros coup de cœur. Je l'ai noté 20 sur 20, de toute façon c'est pas on peut pas noter moins que ça je pense. Quand c'est une bande dessinée qui parle des malheurs et de faits réels, je pense qu'on ne peut pas vraiment noter, enfin donner une note. Donc moi j'ai mis 20 parce que vraiment je vous conseille de le lire. Donc bref, on va passer à une histoire plus douce on va dire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais cette bande dessinée là sort en librairie le 28 février. Et maintenant, passons à une lecture un peu plus cosy, on va dire, un peu moins horrible. Il s'agit de Tokyo Mystery Café, je crois, de l'Atelier Santo aux éditions Dupuis. Donc il s'agit de Naël qui est un jeune homme qui arrive au Japon. Et donc il arrive au Japon dans le petit quartier assez geek, là où il y a tous les fans, les gros fans, les fans qui font peur de tout ce qui est chanteuse japonaise, qui sont, vous savez, les fans un peu bizarres, un peu sales, qui ont des coussins, des tapisseries de petites filles. Voilà, c'est ce quartier-là. Et donc aussi c'est un quartier de geek, un quartier de technologie. Donc c'est vraiment un quartier qui ressemble tous les geeks du Japon. Et donc Naël il va trouver un petit appartement dans ce quartier-là et il va faire la rencontre de son propriétaire qui est un peu bizarre, un peu étrange. Et c'est une vieille personne, une personne âgée qui adore la technologie et il va lui dire que je vais réparer, il va lui dire qu'il va réparer son téléphone. Parce que Naël, il est arrivé et son téléphone était cassé, l'écran de son téléphone était complètement cassé. Donc cette personne lui dit le temps que tu t'installes, je vais réparer ton téléphone, tu le récupéreras demain. Bon, Naël, il est un peu en mode oui, mais il va lui donner son téléphone pour qu'il le répare quand même. Donc il va passer la première nuit dans cet appartement et je vous préviens, j'étais toute seule dans le noir avec ma tablette à lire l'histoire et j'ai eu un gros frisson dans le dos dès la deuxième page. Ça a été piou. Euh, en fait, j'étais assise dans mon canapé et je tourne la page pour arriver à là où, au moment où il dort pour la première fois. Et il entend une voix, il entend un chant et il va regarder dans le petit trou d'un mur et il va voir une jeune fille en fauteuil roulant qui chante, qui n'est pas censée être là. Donc moi ça m'a foutu les chons parce que tout d'abord j'ai eu l'impression que c'était pas une personne réelle, j'ai pensé plutôt à un truc paranormal et en fait au fur et à mesure de l'histoire on va découvrir qui est cette jeune fille. On est plutôt dans un univers détective privé, dans un univers où il y a des méchants et Naël il se retrouve en plein milieu alors qu'il avait rien à faire là. Le seul point qui relie à tout ça c'est que il a vu la jeune fille chanter et que lui est dans un appartement où elle est à côté et normalement tous les appartements autour sont censés être vides. J'ai oublié de le préciser mais ça fait froid dans le dos quand on se dit que tous les appartements sont censés être vides et que lui il entend une voix. Vous imaginez un peu le pauvre. Je ne sais pas comment il a fait pour dormir. C'est ce que je me pose à chaque fois. Comment vous faites dans les livres pour dormir après avoir vu un truc bizarre? Je ne sais pas. Alors bref, l'histoire elle est incroyable. C'est plein d'aventures, c'est plein de mystères, c'est plein d'enquêtes. Le personnage, l'enquêteur, le détective privé est juste trop bien, je l'adore. Il est propriétaire d'un bar détective privé. En gros, il fait à manger et en même temps il est détective privé. Donc sur le menu, on a ce qu'on peut manger et aussi des personnes à retrouver. Enfin, ce qu'on peut utiliser des détectives privés à des fins personnelles. Enfin voilà, c'est si vous aimez tout l'univers de la J-pop, donc la pop japonaise, les stars japonaises, la technologie japonaise, les robots aussi, les IA. Si vous aimez ça, eh ben, cette histoire est totalement faite pour vous. C'est très addictif, je l'ai lu en moins de 30 minutes tellement j'étais à fond dedans. Vraiment, j'ai adoré. Et les dessins sont bien, on voyage. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin de la bande dessinée,
on peut voir que tous les paysages, les traditions et tout ça sont vraiment inspirés de l'endroit. En fait, c'est vraiment inspiré de ce quartier-là et que les auteurs ont été avant de commencer la bande dessinée dans ce quartier pour pouvoir trouver plein de petits trucs, les chemins empruntés, les paysages, le bar est inspiré d'un bar réel, les immeubles et tout ça, tout est réel au Japon, tout existe et j'ai vraiment adoré le fait qu'on puisse vivre et vivre et imaginer et voyager grâce à la bande dessinée au Japon et qu'à la fin on ait toutes les explications des auteurs. J'ai vraiment adoré ça. Donc voilà, si vous aimez ce genre de bande dessinée, c'est fait pour vous. Ensuite, j'ai lu un manga je suis pas trop fan des mangas, mais là j'ai trop adoré. Il s'agit de Un second au revoir aux éditions Delcourt. Je vous mets le nom là. Aux éditions Delcourt et j'ai adoré. Vraiment, c'est addictif. Je veux savoir la suite. Je veux le tome 2. C'est incroyable. Donc il s'agit de Hinata qui est passionné par les arts et donc il est dans un club d'art plastique dans son école et ils sont tous très talentueux et surtout l'un de ses camarades qui est vraiment très talentueux. Il est en train de dessiner un tableau qui est magnifique, vraiment sublime et ils sont les meilleurs amis du monde et tout ce que veut ce personnage-là, c'est terminer son tableau pour le présenter à un concours et pour que tout le monde puisse le voir. Sauf que le lendemain, alors que le tableau est inachevé, ses camarades arrivent, enfin Hinata, son meilleur ami, arrive dans la classe et voit une lettre qui dit que son meilleur ami, je ne sais plus son nom, donc l'artiste qui devait faire le tableau, est parti, a décidé de partir dans un autre pays. Donc Hinata, il est un peu étrange, il m'en a pas parlé, enfin c'est mon meilleur ami, c'est bizarre. Mais voilà, il se posera la question toute sa vie, mais sans plus. Sauf que un jour, il reçoit un appel, c'est presque 20 ans plus tard, parce que Hinata est devenu un adulte, un jeune homme, il est dans la vie active, il est mature, quoi. Et donc il reçoit un appel et on lui dit que l'enterrement de son meilleur ami sera demain et qu'il doit venir. Et là il se dit, l'enterrement? Son enterrement il est mort. C'est un choc pour lui parce que c'était son meilleur ami, il l'a pas vu depuis la fameuse lettre, il l'a pas vu depuis ce fameux tableau qu'il devait peindre. Et là il retrouve son ami pour aller l'enterrer. C'est très violent. Donc il se rend dans la ville de son enfance pour enterrer son meilleur ami. Et il va se passer des choses très bizarres. Déjà, il va entendre son ami d'enfance dire qu'ils vont enterrer un squelette. Ils n'enterrent pas une personne en chair qui vient de décéder, ils enterrent un squelette. Donc là, il commence à se poser des questions et un de ses amis d'enfance, c'est dur hein, parce que c'est des noms japonais, du coup je les connais pas. L'un de ses amis d'enfance va lui dire de venir dans une pièce avec lui parce que ça commence à être dur à digérer, autant d'informations, autant de mystères. Si c'est un squelette, ça veut dire qu'il est mort depuis beaucoup de temps. Ça veut pas dire qu'il est mort à l'instant T, il n'est pas mort dans les jours qui venaient, enfin qui précédaient l'enterrement. Donc il va dans une pièce et là il retrouve le tableau de son meilleur ami qui n'est toujours pas achevé, qui est resté inachevé depuis tant d'années. Donc ça provient que le tableau n'a jamais été refait depuis sa fameuse disparition. Et donc son ami lui propose de manger dans cette salle-là pour se détendre un peu, pour être un peu seul et souffler un peu. Sauf que là, derrière le cadre, il y a quelque chose qui sort et ils se font attaquer par le tableau. Voilà. Je peux pas vous résumer plus que ça. Ils se font attaquer par le tableau. Et il y a un retour dans le temps. Donc Hinata se retrouve, après s'être pris le tableau sur la tête, il se retrouve projeté dans son enfance, là où pile au moment, pile quelques mois avant que la fameuse lettre soit écrite, pile au moment où son meilleur ami commence à créer ce tableau. Et là, on a plein de découvertes, plein de choses étranges, plein de mentalités étranges. Mais c'est trop bien, c'est addictif, on va dire. On veut savoir la suite. Je l'ai lu d'une traite. Alors, je l'ai lu à la salle de sport d'une traite. J'avais posé mon téléphone sur le support du vélo et je pédalais en le lisant. Et vraiment, j'ai lu. J'ai absolument pas vu le temps que je pédalais tellement j'étais à fond dedans. Si je peux vous résumer l'addiction d'un livre en une séance de sport. Bref,
Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille si vous aimez le suspense, un petit peu le gore, parce qu'il y a des scènes qui sont un peu... voilà. Le fait qu'on soupçonne tout le monde, mais qu'en même temps, en soupçonnant tout le monde, on se dit, ben non, c'est pas possible, puisque lui, il était là. Et on soupçonne quand même tout le monde alors qu'ils étaient là. Enfin bref, c'est... j'adore. Le tome 1 est génial, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Ensuite, nous allons parler d'une lecture catastrophique. Il s'agit de Mademoiselle Julie de August Strindberg aux éditions Circe Théâtre que j'ai dû lire pour l'université et j'ai... Le début j'ai aimé, vraiment le début j'ai aimé. Il s'agit de Mademoiselle Julie qui tombe un petit peu amoureuse de son valet. Et comment il s'appelle le valet? Jean, de son valet Jean. Sauf que Jean, eh ben, il est déjà fiancé à Christine ou Kirstine Christine, qui elle est ben, la femme de ménage, la femme à tout faire. Donc c'est un peu un triangle amoureux. Donc au début du livre, on se retrouve avec Mademoiselle Julie qui demande à Jean de danser avec elle pour la fête du village. Je pense que oui, je crois que c'était la fête du village. Donc Jean lui dit ben non, je suis avec Christine, je lui ai déjà promis une danse. Je dois ça à ma fiancée, je suis pas censée aller danser avec une autre femme. Et Mademoiselle Julie lui dit oui, mais tu es mon valet, il risque rien. Ah oui. Et donc Christine, elle me fait tellement de peine parce qu'elle est là à éplucher, à faire ce qu'elle a à faire en se disant non mais il faut pas que je sois jalouse, il faut pas que je sois chiante, c'est normal qu'il aille danser avec Mademoiselle Julie. Elle me faisait de la peine, c'était horrible la peine qu'elle m'a donnée. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre que Mademoiselle Julie en fait elle est amoureuse mais en même temps pas vraiment, c'est un peu spécial les sentiments qu'elle a. Je pense que c'est juste parce qu'elle se fait un peu... elle est naïve quoi. Oui, elle se fait manipuler et elle est naïve. Et que Jean profite totalement de la situation parce que Jean désire s'élever au niveau intellectuel, au niveau social, au niveau physique. Il veut devenir parfait. Il veut que Mademoiselle Julie lui donne la richesse qu'elle a, donc son héritage, pour qu'il puisse ouvrir un hôtel et que elle soit le visage de l'hôtel. Parce qu'une belle femme, ben, ça fait qu'il y a des clients. Mentalité de 2000... Attendez. 2006. C'est passé en 2006. Bref, donc il veut qu'une belle jeune femme soit à l'accueil pour qu'il y ait des clients. C'est pas un peu misogyne? Un peu. Donc voilà, j'ai détesté ce livre. J'ai adoré le début parce qu'en fait, je commençais à tomber petit à petit amoureuse de Jean en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ben non, c'est pas une bonne personne, c'est vraiment une très mauvaise personne. Il déshonore une femme et il en a rien à faire. Euh, c'est vraiment pour être poli que je dis ça. Parce qu'il met toute la faute ben, sur le dos de Julie alors que c'est totalement de sa faute. C'est lui qui n'a pas résisté, c'est lui qui avait des plans derrière la tête et qui a tout fait pour que Julie tombe dedans. Enfin bref, je n'ai pas du tout aimé cette histoire, je suis désolée. Vous devez le lire pour l'université. Mais je pense que c'est le genre d'histoire qui, à notre époque, ne passe pas vraiment. Ça passe plus. Enfin bref. Ensuite, une lecture que j'ai un petit peu plus aimée pour l'université, c'est Jean Anouilh, donc Médée, aux éditions La Table Ronde, je crois. Oui, c'est La Table Ronde. Et donc, je pense que vous connaissez tous l'histoire, c'est l'histoire, c'est mythologique, oui, de Médée et de... Je crois que c'est Jason. Oui, c'est Jason. Oui, de Médée et Jason. Donc, il s'agit de Médée qui est folle amoureuse de Jason et elle veut se venger parce que lui, il va aller se marier avec une autre femme, donc il a quitté Médée pour aller avec une autre femme. Et Médée, elle est folle. Elle est folle. C'est une femme très très forte mais folle. Elle veut, elle veut tuer Jason, elle veut annuler le mariage, elle veut gâcher le mariage, elle veut tout pour que Jason ne soit pas heureux. Et en fait, Médée, elle fait ça devant ses enfants. J'ai trouvé ça... Enfin, c'est très mythologique, hein, du coup. Puis c'est Jean Anouilh, donc... Jean Anouilh, j'aime toujours. J'aime beaucoup sa réécriture, j'ai beaucoup aimé. C'est juste Médée qui était pas terrible. Jason, je suis tombée amoureuse. Enfin, Jason. Désolée, c'est Jason. Mais moi, je dis Jason. Enfin, bref, on va dire Jason si vous voulez.
Je suis tombée folle amoureuse de Jason parce que vraiment il est très... il garde son sang-froid en fait, dès que même si Médée elle est insupportable, elle est usante, même les gardes ils en peuvent plus, le roi il en peut plus d'elle, Jason il en peut encore moins d'elle, même si en fait c'est juste une femme qui est folle amoureuse de son homme et qui son homme est parti voir, son homme est parti ailleurs quoi. Mais je trouve qu'il garde vraiment la situation, il reste stoïque face à la situation, il comprend m'aider, il comprend le fait que oui c'est normal, elle est triste, elle est détruite parce que bon c'était l'amour de sa vie et lui il est parti. Et en même temps il voit ce qui ne va pas dans la situation, les moments où Médée va trop loin. Et vraiment j'ai adoré ma lecture parce que Jason est un personnage incroyable et que par contre Médée, mais c'est pas que j'ai détesté Médée parce que Médée en vrai je la comprenais. Et en même temps, je la détestais parce que elle est capable de dire à quelqu'un, toi tu vas mourir pour moi pour que Jason soit, enfin culpabilise. Mais en même temps, je me dis, c'est une femme, elle a un caractère tellement fort. Enfin bref, si vous avez envie de découvrir Médée, ben, je vous conseille la version de Jean Anouilh. Et c'est fini pour cette vidéo. Pour une fois, j'ai pas mal lu. Je suis assez contente de mon mois de février. Même si je fais petit mois, petite lecture, du coup, donc c'est beaucoup de lectures, mais des petites lectures. Je suis assez satisfaite de voir que j'ai autant lu. Le mois de février n'est pas fini, on est à la moitié, donc j'espère réduire encore plus ma palle qui est gigantesque. S'il n'y a que le tiers de ma palle là. Je pense que je commence à avoir une trop grosse palle. Et je commence à être dans un cercle où je stresse parce que j'ai tellement de palles, enfin tellement une grosse palle, que je culpabilise. Par exemple, je vais lire un livre pour l'université, ben, je vais me dire, ben, pendant ce temps-là, tu ne lis pas un service de presse ou un partenariat. Et quand je lis un partenariat et un service de presse, je me dis, ben, pendant ce temps-là, tu ne lis pas des livres d'université. Et quand je lis une lecture pour le plaisir, je me dis, tu es en train de perdre du temps pour tes services presse et tu es en train de perdre du temps pour l'université. Je ne sais pas si vous comprenez, enfin si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'il va falloir que je fasse une pause service presse parce que je culpabilise alors que lire normalement c'est ma passion et que culpabiliser sur sa passion c'est pas très bien, c'est un peu toxique. Donc je pense que je vais faire une pause des services presse, je vais finir ceux que j'ai et peut-être que je vais finir tous mes services presse 2024 parce que j'en ai pour jusqu'à décembre 2024. Mais 2025, je vais peut-être pas faire de service presse. Je verrai bien si j'arrive à gérer, mais il faudra une année où je lis que des livres plaisir, que des livres que j'ai dans ma palle parce que j'ai une bibliothèque énorme et je les lis jamais. C'est des livres que j'ai voulu mais je ne peux pas lire, j'ai pas le temps de lire. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'ai envie d'en parler et me détendre là-dessus. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Gros bisous.